merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur l'alimentation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Pauline Ducasse, je suis orthophoniste de métier et j'ai 2 enfants avec lesquels on a expérimenté la DME. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de t'intéresser à l'alimentation? Ce qui m'a donné envie de m'y intéresser, c'était surtout une période de vie, ça a été au moment où j'étais enceinte de mon premier enfant. J'ai voulu lui proposer une alimentation qui était plus saine. J'avais des désordres intestinaux, donc je me suis penchée sur tout ce qui était en lien avec la digestion. Souvent, avec un bébé qui arrive, on commence à se poser plein de questions. Oui, ouais. Et jusqu'alors, je ne m'étais pas vraiment posé de questions sur ce que je mangeais et sur le lien que ça pouvait avoir sur ma forme générale et mon état de santé. D'accord. Donc tu nous as dit que tu es orthophoniste. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste ton métier? L'orthophonie, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un métier qui appartient au métier de la santé et l'orthophoniste va s'occuper de tout ce qui a lien à l'oralité verbale et l'oralité alimentaire. Donc pour aujourd'hui, on va surtout parler de l'oralité alimentaire. Donc c'est tout ce qui est en lien avec les mouvements des muscles de la face, aussi bien pour manger que pour parler. Et donc, nous, on s'attache à tout ce qui est en lien avec le moteur, donc le mouvement des organes, de la mâchoire, les articulateurs, et aussi tout ce qui est sensoriel, donc la perception des sensations, aussi bien à l'extérieur du visage qu'à l'intérieur. Ah oui, pour savoir où on met les aliments dans la bouche, sentir la texture et tout ça. Donc nous, on s'occupe de recevoir des tout petits dès la naissance qui ont des difficultés de succion, de déglutition, aussi bien quand ils sont au sein qu'au biberon, et ça peut aller plus tard vers l'accompagnement de gènes en lien avec la mastication, la déglutition, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Mais des fois, on découvre des problématiques assez tard, malheureusement. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, tu nous as dit que tu avais pratiqué la DME avec tes enfants. Donc, pour rappeler ce que c'est que la DME, donc c'est le fait d'introduire des morceaux dès 6 mois, en fait, dès que l'enfant est prêt à se tenir debout et à se pencher en avant, etc. et à prendre par lui-même les aliments. Il va pouvoir porter à la bouche lui-même ces aliments et on va lui donner sous forme de morceaux, en fait, au lieu d'introduire des purées aux alentours de 4 mois, comme on le fait en diversification classique. Pour la DME, donc la diversification menée par l'enfant, on va lui proposer des morceaux à la bonne taille et à la bonne grosseur pour qu'il puisse lui-même s'alimenter et découvrir des textures. Donc au départ, ça va être assez mou et assez facile. Et puis plus il va acquérir de l'expérience et plus on va pouvoir donner des choses un peu plus complexes jusqu'à arriver à l'alimentation comme nous, finalement, à partager un repas comme on a l'habitude. Donc c'est intéressant d'avoir le point de vue justement d'une orthophoniste sur la pratique de la DME. Même d'un point de vue juste du développement de l'enfant, ce qui est intéressant avec la DME, c'est de lui proposer, donc comme l'enfant est très curieux, qui porte tout à la bouche quand il découvre avec sa bouche, c'est intéressant de lui proposer des textures variées, des consistances qui sont un peu molles à explorer, alors qu'avec les purées, on va avoir toujours à peu près la même texture qui est lisse, donc moins d'exploration à l'intérieur de la bouche. Et là, ce qui est intéressant, oui, avec la DME, quand l'enfant présente un développement qui est harmonieux, qu'il n'a pas de difficultés particulières au niveau de la déglutition, ça va être intéressant déjà pour la coordination entre la main et la bouche. Un enfant qui va manger tout seul, il va aller explorer, il va mettre en bouche. Donc là, il va pas refaire tout son geste main à la bouche, dont on a besoin plus tard pour d'autres acquisitions. Voilà, au départ, c'est vrai qu'on va avoir la saisie plus dans la paume de la main, et plus ça va aller, plus ça va être avec les doigts et ensuite avec la pince, et pour après justement muscler toute la main pour l'écriture, après plus tard et tout ça. On est vraiment dans un développement peut-être un peu plus... il explore davantage au niveau motricité fine, en patouillant dans ce qu'il va manger et puis en essayant d'attraper progressivement, comme tu dis, avec la pince. Et finalement, ils deviennent plus à l'aise au niveau moteur.
proposant une alimentation qui a des consistances variées, tout en respectant, on ne va pas proposer du dur dès les premiers essais alimentaires, mais on va dire du mou à tendre au niveau texture. Ça permet d'explorer des couleurs différentes, des textures, ça colle pas, c'est un peu dur. Donc là déjà ils vont se faire tout un schéma, tout un répertoire au niveau sensoriel, d'exploration sensorielle. Et comme ils sont en train de se construire par rapport à ces expériences-là, donner des aliments qui ont différentes textures, c'est vraiment intéressant au niveau de la construction sensorielle. La même chose, on va la retrouver à l'intérieur de la bouche, comme ils se construisent. Les premières expériences vont être dans la bouche, au niveau sensoriel et moteur. Si on propose des aliments qui ont une palette d'expériences motrices et sensorielles variées, ça va être une aide pour eux pour se construire des repères sur ce qu'ils ressentent. D'accord, donc il y a la coordination, l'aspect sensoriel autant des mains que à l'intérieur de la bouche. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on vise à l'autonomie aussi un petit peu plus tôt. Au début, évidemment, on va avoir besoin de prendre plus de temps avec son enfant lors des repas. Mais finalement, ça nous permet de les accompagner vers une prise d'autonomie aussi qui se met en place grâce à cette alimentation-là. Puisqu'ils vont se servir tout seuls, les quantités qu'ils souhaitent. Ils vont apprendre assez tôt à apprivoiser leur sensation de satiété. Et puis vraiment, encore une fois, la force musculaire qu'ils vont mettre en place dans leurs gestes. Quand on donne une cuillère, en fait, nous, on n'a pas les récepteurs pour la personne en face de savoir si notre geste il est approprié ou pas. Là, l'enfant, il va ajuster à ce qu'il ressent. Donc, il va apprendre aussi à ajuster sa force musculaire par rapport au mouvement qu'il va faire. Est-ce que justement la force musculaire aussi peut-être de mâcher, il y a des choses qui développent à l'intérieur de sa bouche? Oui, tout à fait. Alors en fait, la mastication, c'est vraiment, on appelle ça un patron masticatoire, c'est le fait d'apprendre à mâcher, à mastiquer, c'est quelque chose qui s'apprend. En fait, c'est en faisant qu'on devient plus fin et plus ajusté au niveau des mouvements. Donc finalement, parfois on veut protéger un enfant en lui donnant plus tardivement des textures un peu plus dures, mais il devra forcément passer par là dans son apprentissage. Et donc s'il apprend à le faire régulièrement, à mastiquer, à ajuster ses gestes, c'est ça qui va permettre à sa mâchoire aussi de se développer. Et donc ça contribue aussi à une croissance plus harmonieuse de tout le profil. D'accord, de démarrer tôt et lentement mais sûrement justement apprivoiser justement le fonctionnement de sa bouche, de ses muscles, etc. Oui, ça contribue à un développement harmonieux de la face en fait. Au niveau de la mâchoire, la mâchoire va davantage se développer en fonction des mouvements de langue, des mouvements que vont faire les mâchoires lorsqu'elles mastiquent. Et donc, si on lui propose des textures qui sont adaptées à son âge et variées, ça va lui permettre en plus de faire toutes ces expériences, d'avoir une croissance qui est un petit peu plus harmonieuse et surtout d'avoir plus de force pour mastiquer plus tard. Oui, on sait que pour les bébés allaités, ils ont déjà cet entraînement avec la succion qui n'est pas la même qu'au biberon. Oui. Et avec la DME, du coup, on rajoute encore une compétence finalement de la mastication et de tous ces muscles. Et d'ailleurs, un des principes justement de la DME au démarrage, c'est bien justement de montrer à l'enfant comment mâcher, parce que justement, au départ, il ne sait pas mâcher. Et souvent, on mange avec l'enfant et on lui montre nous-mêmes en faisant, en fait, en mangeant avec lui. Et puis c'est un long apprentissage parce qu'on considère que la mastication, elle est vraiment opérationnelle à 6 ans. Ah, donc oui, c'est très très long les processus de maturation neurologique pour organiser tous ces enchaînements entre la langue, les mouvements qu'elle fait, la préparation de l'alimentation, les mastications. Et donc finalement, le fait de participer en famille à un repas, l'enfant il observe, il fait beaucoup par imitation
Et puis si les autres membres de la famille mangent quelque chose d'un peu plus consistant, ce qui, je trouve, est intéressant dans la famille, c'est de partager la même chose au niveau du repas. Et la DME permet ça, puisque l'enfant va aller vers les aliments qui l'attirent, en fait. Comme tu t'occupes justement des troubles de l'oralité, de la mastication, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes qui peuvent nous alerter justement quand on voit notre enfant, quand on devrait venir consulter? En fait, souvent, quand il y a un trouble de l'oralité, on va le voir très tôt, même dès la prise au sein ou le biberon. Déjà, tout petit nourrisson, ça va être des bébés qui sont peut-être pas toujours intéressés par l'alimentation, en fait, par la prise au sein ou même par le fait de prendre un biberon. Qui vont peut-être avoir des réactions du corps, parfois des spasmes, des réactions d'évitement, qui vont s'endormir souvent, qui vont prendre des petites quantités. Après ça ne doit pas forcément alerter à chaque fois vers un trouble de l'oralité, mais c'est souvent, chez les tout petits, c'est des bébés qui ne vont pas prendre de poids. D'accord. Chez les nourrissons. Après, chez les plus grands, c'est des enfants qui ne sont pas très intéressés par l'alimentation, qui vont avoir des signes parfois de dégoût face à certaines textures, ou alors qui vont être attirés que par un seul type d'aliment et refuser tout ce qui est en lien avec la curiosité, la découverte des autres aliments. Le passage à table, c'est souvent un moment qui est un peu délicat pour des enfants qui ont un trouble de l'oralité. On va voir apparaître souvent des réactions un peu de nauséeux quand ils mettent en bouche avec une sorte de dégoût, ils veulent recracher, ou même parfois c'est des bébés des enfants qui découvrent la nourriture, qui vomissent quand ils mettent en bouche, qui ont des réactions en fait au niveau de l'intérieur de la bouche qui vont être exacerbées par rapport à certaines textures. Pareil au niveau des mains du coup. Voilà, souvent ce qu'on retrouve au niveau de la sensorialité à l'intérieur de la bouche, on va souvent le retrouver au niveau de tout ce qui est sensoriel au niveau du corps. Donc c'est des on pense pas des fois que c'est relié du coup les deux, mais en fait... Ouais, ce qu'on retrouve au niveau sensoriel dans la bouche, c'est aussi on peut le retrouver donc sur le corps parce que ça reste lié à tout ce qui est sensation corporelle. Et donc ça va être des enfants qui vont avoir des difficultés parfois avec des textures quand c'est collant, quand il y a du sable sur les mains ou sur la surface des pieds, marcher sur l'herbe, ça va être parfois vraiment panique à bord quand on touche à certaines textures, ou l'envie dès qu'on touche quelque chose qui a une texture particulière, de se nettoyer les mains pour enlever tout ça. Donc il y a un rapport un peu particulier, on va dire, avec l'exploration sensorielle. Et on remarque souvent que c'est les enfants qui ont une gêne donc au niveau de l'oralité alimentaire, c'est des enfants qui ont peu mis à la bouche pour explorer. Parce que naturellement, l'enfant, dans son développement, pour découvrir, il est porté à tout mettre à la bouche. D'ailleurs, pas facile à gérer, savoir qu'est-ce qu'on peut leur laisser prendre à la bouche ou pas, mais c'est vrai que c'est énormément présent dans la petite enfance. Tout ce qu'ils découvrent, un peu de terre dehors, des morceaux d'herbe, ils vont tout mettre à la bouche quand ils explorent, parce que c'est la troisième main. Enfin, la bouche, c'est vraiment... un endroit très riche de sensations et c'est par là qu'ils explorent. Il est normal d'avoir, quand on explore, d'avoir quelques réactions de nauséeux, puisque dans le développement, le réflexe de recracher, il est très en avant quand les enfants sont petits. Donc dès qu'ils vont aller toucher le milieu du palais, ils vont vouloir recracher ce qu'ils ont en bouche. Ce n'est pas normal quand ça arrive systématiquement, plusieurs fois par repas, qu'on voit que le visage se modifie, qu'il y a une sensation de dégoût et un évitement des moments du repas. Oui, c'est vrai que ce qui est assez surprenant d'ailleurs en DME quand tout se passe bien, on va dire, c'est que quand ils mettent dans la bouche et que justement ils ont ce réflexe, nous, c'est pas quelque chose qu'on aime bien avoir, ce réflexe nauséeux qui est au fond de la gorge. Mais eux, c'est comme une expérience et des fois, ils vont le faire et le refaire comme pour tester où est-ce que c'est dans la bouche. Oui. Voilà. Mais ils vont avoir un air tout à fait normal, ils vont recracher ça et ça paraît un peu déstabilisant au début. Et finalement, c'est leur manière d'explorer, d'apprivoiser leur bouche. Après, comme tu dis, voilà, si c'est trop et si
ça devient un peu un problème pour l'enfant, on s'inquiète quoi. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut faire partie des explorations. La différence, c'est qu'on va voir au niveau du visage quand c'est quelque chose de désagréable ou quand l'enfant surtout va éviter les moments de repas en fait. Parfois, c'est des enfants qui vont vouloir manger qu'une seule marque de peau, un seul packaging et qui ont de la difficulté à changer de... par exemple, si le marketing a changé, que la recette est la même, mais que l'étiquette du petit pot, j'en sais rien, n'est plus la même, c'est des enfants qui sont très très peu curieux, les enfants qui ont une gêne au niveau de l'oralité alimentaire, donc ils ne vont pas vouloir essayer de nouvelles expériences. Jusque-là. Non, ça peut aller jusque-là, c'est ce petit pot-là, cette marque-là de boudoir, mais pas d'autres. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de DME du coup avec tes enfants? Alors, ce qu'on a fait avec notre aîné, c'est qu'on n'avait pas encore entendu parler de DME à proprement parler. Donc, finalement, c'était un peu plus intuitif. On l'a laissé, elle était attirée par ce qu'on mangeait. Donc, on l'a laissé quand c'était sécuritaire par rapport au choix des textures et des aliments. On l'a laissé piocher dans nos assiettes. Donc, ça pouvait être des légumes vapeur. Finalement, c'est là aussi que nous, on s'est adapté. À manger des choses moins salées, moins sucrées pour pouvoir proposer des assiettes qui pouvaient être explorées en toute sécurité. D'accord. Et donc notre aîné, il a mangé comme ça. C'est elle qui nous donnait un peu le tempo sur ce qu'elle était prête à explorer. C'est elle qui vous a fait découvrir l'ADN. Oui, mais on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Mais pour notre deuxième, on avait un peu plus été documenté, on a fait un petit atelier et ça nous a permis d'avoir, on va dire, une trame un peu plus connue, sécuritaire sur ce qui se faisait, comment ça se pratiquait, la façon dont on pouvait proposer les textures progressivement. D'accord. Et finalement, ce qui prime, ça va être l'observation de son enfant en fait. Quand il n'est pas prêt à explorer certaines textures, il nous le fait savoir, il le montre, il va recracher davantage. Donc avec Amal, on a pris un petit peu plus de temps parce qu'il avait besoin d'abord de textures molles, type banane ou je crois qu'il y avait de la mangue aussi. Des textures molles où il se sent vraiment à l'aise pour pouvoir passer progressivement à des choses un petit peu plus consistantes. Et voilà, il prenait son temps, il explorait toute seule, donc on a été à son rythme. Oui, c'est le principe de la DME finalement, de rester au rythme de l'enfant. Il va aller étape par étape, au départ les textures molles, et après un peu plus dures, et puis après éventuellement les plus petites choses, et que finalement il y a la mastication, ensuite il y a l'appréhension, etc. Et il n'y a pas de il est en retard ou en avance pour acquérir cette compétence, il a tout le temps qu'il veut. Et du moment qu'on propose régulièrement et qu'on le laisse tester, on voit par exemple il y a des morceaux de pommes, très tôt les enfants vont arriver à la prendre et à la mâcher même sans dents. Et il y en a d'autres, ça va mettre très longtemps, va venir se bloquer au fond de la gorge et vont la recracher. Donc on propose finalement régulièrement. Ça passe, tant mieux, on continue d'avancer. Ça passe pas, on repropose à un autre moment. Et puis ils avancent finalement à leur rythme. Oui, tout à fait. Et justement, nous, donc notre deuxième a eu des dents un petit peu plus tard par rapport à notre aîné. Ça nous avait sécurisé pour notre aîné parce que le fait d'avoir les dents, on se dit c'est plus facile de mastiquer. Mais au final, c'est pas le fait d'avoir des dents qui permet de mastiquer, puisque c'est vraiment un mouvement au niveau des organes, des muscles. Comme pour broyer. Voilà, on appelle ça le malaxage. Au début, c'est le fait d'écraser. Donc, on peut leur donner, oui, tout à fait des textures molles et ils s'entraînent à mastiquer avec ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager éventuellement des astuces ou des petits conseils qui, toi, t'ont aidé pendant la DME et puis même pour l'accompagnement de toutes les habitudes alimentaires finalement chez l'enfant? Alors, à un moment où je me suis un petit peu plus penchée sur le lien entre l'alimentation et la santé, ça c'est vraiment plus avec ma casquette de maman plutôt que ma casquette d'orthophoniste, mais on a décidé de supprimer tout ce qui était sucre ajouté dans l'alimentation, sucre et sel, et parce que pour garder une bonne flore intestinale,
parce qu'on s'est rendu compte que le sucre n'était pas nécessaire dans l'alimentation et même au contraire, il venait perturber la digestion et l'absorption des nutriments parce que le sucre ajouté va venir détruire certains probiotiques de la flore intestinale et après cause tout un tas de désagréments, aussi bien au niveau digestif que ça peut être au niveau de la peau, de des la champignons, peau, voilà, des choses comme ça. exactement, ça crée des déséquilibres dans tout le corps. Donc nous, notre petite astuce pour éliminer le sucre ajouté qu'on trouve beaucoup dans tous les petits goûters finalement, les petits encas. Ça c'est un peu le nerf de la guerre de la maman, c'est comment je vais donner les petits encas où il n'y a pas trop de sucre ajouté. Donc voilà, soit on fait nous-mêmes quand on a le temps, parce qu'évidemment on est tous occupés, on n'a pas forcément le temps de faire nous-mêmes. Quand on fait nos goûters, on ne met pas de sucre dans les préparations, ou alors on va plutôt mettre une ou deux bananes écrasées. De la compote et éventuellement des fruits secs. Comme ça permet d'apporter quand même des fibres, des aliments et d'avoir une nourriture assez équilibrée. Et sinon, quand on ne prépare pas, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse à portée de main dans une petite assiette des bâtonnets soit de concombre, soit des petits bâtonnets de légumes vapeur. Des petits morceaux comme ça à croquer quand on a faim. Et ça peut paraître surprenant comme ça, mais quand on a l'habitude et qu'on l'a mis en place dès tout petit, ça reste un encas. En fait, nous, on l'a peut-être beaucoup associé on a associé les encas à du sucré, mais en fait, finalement, en les remplaçant par des légumes, on apporte des fibres. Ça contribue à une bonne flore intestinale et on va pouvoir être du coup à l'écoute de leurs sensations quand ils vont avoir une petite faim, aller piocher dedans, se dire tiens j'ai envie de manger, et c'est pas forcément l'appel du sucre, justement c'est j'ai faim, je vais aller me tourner vers la nourriture. Et c'est vrai que plus on va le faire tôt, plus aussi dans la tête de l'enfant, se nourrir c'est pas que quand on a envie de sucre, c'est si j'ai faim, il y a des légumes ou des fruits qui sont à portée de main, ou des fruits secs aussi. Des fruits découpés, ou des fruits à croquer. Les fruits à croquer, justement, c'est intéressant au niveau du développement de la mâchoire parce que ça demande une force qu'on ne retrouve pas quand on met la cuillère à la bouche. Et donc ça contribue aussi à un bon développement harmonieux de la mâchoire et de la face. Tu parlais des sucres qui venaient perturber la flore intestinale et est-ce qu'il y a un moyen justement de rééquilibrer cette flore intestinale dans les aliments dans notre quotidien? Oui, alors donc là c'est encore une fois avec mes petites recherches personnelles. Effectivement, pour garder une flore intestinale équilibrée, on évite tout ce qui est sucre. Si on en a quand même, on essaye d'équilibrer avec ce qu'on appelle les probiotiques, les prébiotiques et les probiotiques, et ça contribue à un bon équilibre de la flore intestinale. Et dans les probiotiques qui sont faciles à utiliser au quotidien, on va avoir les yaourts de lait fermier, on peut avoir mangé de la choucroute éventuellement si ça plaît. Il existe aussi des petits bocaux de légumes lacto-fermentés qu'on peut trouver déjà tout prêt en conserve. Dedans, on y trouve souvent des carottes, du chou, on peut trouver aussi des haricots verts. C'est des légumes en fait qui vont être macérés pendant un certain temps et qui vont développer les probiotiques qui sont... Donc c'est de l'alimentation qu'on appelle vivante. Ça apporte des bonnes bactéries pour digérer. D'accord. Je mettrai aussi un petit lien dans la description pour que vous puissiez explorer cette partie-là de l'alimentation si ça vous intéresse. Et puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.